Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le titre Attirer le résident idéal dans un habitat senior, que ce soit résidence-service senior, habitat inclusif, co-living, issu du marketing des seniors et aussi de la psychologie. Donc c'est comment attirer le client idéal et c'est aussi comment éviter les principales difficultés de cohabitation entre les personnes, accepter un résident qui factuellement n'est pas fait pour vivre en colocation par exemple ce type de sujet. Donc nous allons aborder comment je propose de faire. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Il y a à peu près un an et demi, j'avais échangé avec un dirigeant qui avait lancé un habitat inclusif, environ une dizaine de personnes âgées, dans une maison. Je lui ai posé la question comment est-ce qu'il faisait pour entre guillemets, sélectionner, mais j'aime pas le terme en tout cas, entre guillemets, pour choisir, entre guillemets, les résidents. Et il m'a dit que ça se faisait tout seul, ça se faisait naturellement. Bien évidemment, les nouveaux étaient présentés aux résidents déjà présents dans le bâtiment. Mais je lui ai dit, mais vous ne faites pas de sélection, entre guillemets, psychologique, vous ne faites pas d'analyse de personnes, s'il y a des personnes qui factuellement ne sont pas faits pour vivre en colocation. Il y a une partie des personnes, environ 15%, on verra dans le détail dans cette présentation, 15% des personnes qui ne sont pas faites pour vivre en colocation, en tout cas même pas faites pour vivre dans un habitat trop petit, enfin une sorte de collectivité. Ils peuvent vivre dans un logement même adapté, dans un bâtiment plus grand avec beaucoup de locataires, mais le côté promiscuité va leur poser une difficulté, et même le fait de savoir qu'il y a une promiscuité peut leur poser une difficulté. Et puis il y a d'autres personnes, par exemple le pervers narcissique, par exemple, qui lui va carrément couler l'habitat inclusif. Et je me dis non, 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 nous on fait comme ça se passe bien, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'octobre l'année dernière, en 2022, il m'a appelé un petit peu catastrophé en disant zut, vous aviez raison, il y a un pervers narcissique, visiblement, quelqu'un qui se comporte comme un pervers narcissique et qui est rentré dans l'habitat. Concrètement, ça veut dire quoi? Le pervers narcissique, il divise les gens, il manipule les gens, il trouve des victimes, donc il maltraite des personnes. Le salarié, qui dirige les salariés qui dirigent l'habitat n'en peuvent plus. Généralement, il y a des résidents qui partent, et voire même des salariés qui partent. Et sans compter qu'il, bien sûr, il peut ne pas payer le loyer. Donc, il m'a appelé au secours pour savoir comment, entre guillemets, faire fuir en fait cette personne dans ce groupe en question. Donc, c'est une histoire en fait qui m'a vraie en fait qui m'a poussé à faire cette vidéo de façon à pouvoir vous montrer comment j'aborde le sujet et comment on peut éviter des exemples, comment on peut éviter, puis des outils, comment on peut éviter ce genre de situation. Il n'y a pas que le pervers narcissique, il y a des personnes aussi qui veulent être seules, il y a des personnes qui ont un ascendant trop fort sur d'autres personnes, il y a des personnes qui sont, on va dire, polarisées, c'est en fait toujours très négatives. Donc si on met des personnes toujours très négatives dans un groupe, on peut imaginer ce que sera l'ambiance. Donc c'est toujours une sorte d'ailleurs c'est en relatif, je vais l'expliquer, chaque situation est particulière. Donc la présentation, c'est présentation d'une approche d'outils pour attirer le client idéal, éviter les difficultés. Ça peut servir également à d'autres secteurs d'activité, et pas uniquement sur les seniors bien évidemment, mais là on focalise sur l'habitat senior. Alors, on fait un point, bien évidemment, certains vont me dire à ce moment-là, enfin, à ce moment de cette présentation, c'est que le client idéal n'existe pas, et vous avez tout à fait raison. Le client idéal, c'est en relatif. Si vous voulez faire un habitat inclusif où tout le monde s'entretue, au sens propre du terme, ce sera à mon avis interdit, mais en tout cas d'un mauvais goût, vous pouvez prendre uniquement des pervers narcissiques, je vais blaguer, mais des schizophrènes sans médicaments, des personnes paranoïaques et autres types de profils de personnes, et vous allez transformer votre habitat inclusif en Squid Game, la série coréenne, sud-coréenne, sur Netflix, où c'est un jeu et tout le monde, en tout cas, mais c'est un jeu un peu morbide, et tout le monde s'entretue. Ça c'est pour vous montrer, avec un exemple un peu choc, un peu extrême, que tout est relatif. On peut très bien faire un habitat senior basé sur l'art, en fait. On peut très bien faire basé pour des personnes qui sont célibataires seules. On peut très bien faire des résidences services seniors pour des personnes LGBT, par exemple.
Donc à chaque fois, on voit bien que le résident idéal n'existe pas, il dépend de son projet, il dépend de la taille du projet, il dépend de là où on se trouve, de façon à pouvoir faire un habitat qui corresponde à ce que vous voulez. Donc le client n'existe pas en absolu, il existe en relatif par rapport à votre objectif et ce qui est important pour vous dans l'habitat inclusif, et c'est ce dont je vais un petit peu parler ce matin. Alors, le sommaire de ce webinaire, cette présentation, je parle d'abord du risque, des pistes de solutions, la communication. Ensuite, on va faire un focus sur le recrutement du personnel, notamment celui qui dirige ou celle qui dirige l'habitat inclusif. À mon avis, doit avoir un profil particulier. En tout cas, il y a des profils qui ne sont pas non plus adéquats. Ça, c'est juste des ressources humaines. Ensuite, il y a le recrutement des résidents, qui est très très important, notamment pour les habitats de petite dimension, où la promiscuité, la vie en collectivité est peut-être plus forte que dans une résidence-service senior de 100 logements, où on peut rester anonyme et vivre sa vie dans son coin si on le souhaite. Et ensuite, comme je donne l'exemple du pervers narcissique, et je pense que c'est un des risques les plus importants pour l'habitat en collectivité, j'explique à la fin comment on peut faire si le pervers narcissique est déjà rentré dans la place. Donc ce n'est pas uniquement réservé, cette présentation ne parle pas uniquement des pervers narcissiques, je me sers juste d'exemple du pervers narcissique pour étayer mes propos parce que c'est très parlant. Donc qui sommes-nous? Nous sommes, donc vous me connaissez je pense sur le conseil sur le marché des seniors, donc on a une agence de conseil en stratégie et développement depuis 1998, elle a changé de nom, même changé de structure, mais en tout cas c'est une activité depuis 1998. Age Economy, c'est le site d'information, ageeconomy.org, c'est le cercle, le réseau d'affaires entre DG et PDG sur Paris, Berlin. Les formations en ligne, c'est Silver Economy, lesformations.com. Vous trouvez 3 formations à l'heure actuelle disponibles en ligne. Vous avez le guide Silver Eco, qui fait 900 pages, Silver Economy le guide. Bien sûr, je pense que certains me connaissent sur l'émission Le Grand Entretien. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur youtube.com/Frédéric Serrière et vous verrez qu'il y a pratiquement, je pense, 550 émissions en entretien. Je suis face à face avec un dirigeant, une dirigeante. Et ensuite, avec Benoît Gobelot et Sylvie Innov, on organise en 2023 le colloque 50+, qu'on va organiser vers novembre à peu près, et Innovation 50+, où on réunit 80 dirigeants, décideurs, directeurs d'innovation, directeurs prospectifs, directeurs marketing de grands groupes, 80 personnes, le 6 juin 2023, et pour qu'ils travaillent ensemble et leur faire imaginer ensemble des innovations, des tendances d'innovation dans différents secteurs. Et donc en fait notre promesse en fait c'est aider à trouver et appliquer des solutions stratégiques et pragmatiques pour développer ou redresser une activité sur le marché des seniors. Effectivement, on travaille à la fois sur des personnes qui démarrent leur projet et qui ont conscience qu'ils peuvent rencontrer des difficultés, donc, en tout cas qui veulent mettre toutes les chances de leur côté et qui font appel à des personnes comme nous, expérimentées, qui connaissons bien le secteur d'adresse, car le contact très très important. Donc on peut les aider au démarrage. Et ensuite, d'autres types de clients sont ceux dont le projet ne fonctionne pas, en tout cas ne fonctionne pas autant qu'eux l'auraient souhaité. Et dans ce cas-là, on essaye de trouver des solutions pour les redresser. Et généralement, c'est soit on reformule le business model, enfin le mode opératoire, ce que l'on fait concrètement, le modèle économique, je vais y arriver, soit on peut mettre des personnes en relation et l'entreprise, l'activité se développe. Cette partie, je vous avais dit, cette vidéo, c'est à la fois du marketing senior et à la fois de la psychologie. Comme je vous l'ai dit, voilà ce que certains me connaissent, ça fait 25 ans que je fais du développement personnel. J'ai lu mon premier livre sur la psychologie sur le cerveau exactement à l'âge de 13 ans. Passionné par ça. Donc un parcours de développement personnel spirituel et puis des recherches, hein, beaucoup de recherches, de croisement d'informations, de croisement d'études, etc., de croisement de méthodologie. Je suis formé, diplômé PNL, Ennéagramme et profiling. L'Ennéagramme, c'est une méthode de typologie, on n'aime pas dire ce terme-là, mais en tout cas pour faire simple, en 9 profils, hypnose ericksonienne, méditation et sophrologie. J'avais démarré par la sophrologie d'ailleurs. Thérapie provocative, je suis très content d'avoir été formé par Farelli, qui était un très grand thérapeute américain, très très grand. Et je me suis formé tout seul, notamment pour les traumatismes, guerre, viols, etc.
Postulat. Tout d'abord, la vision que je vous donne, c'est une vision parmi d'autres. En fait, il y a plusieurs manières d'aborder ou de répondre à la question comment attirer le client idéal. Et c'est pas la meilleure méthode. Je ne prétends pas être le meilleur sur ce sujet. C'est non exhaustif, bien évidemment, parce qu'il y a des détails, tout ne peut pas être présenté dans une vidéo. Chaque cas est particulier. Par exemple, si vous faites un petit habitat ou un grand habitat, c'est différent. Si on fait rentrer quelqu'un, un pervers narcissique ou quelqu'un qui a une difficulté avec le fait de vivre avec d'autres personnes en communauté, on voit bien que lorsqu'on a un résidence-service senior de 100 habitants, par exemple, ça va moins gêner d'avoir une personne comme ça sur 100 habitants que si on a une personne comme ça sur 8 habitants en colocation avec des parties communes, bien évidemment. Ensuite, ça dépend si vous voulez faire un habitat, plusieurs habitats, bien évidemment. Ça peut être un peu plus cynique que ce que je viens de dire. Si vous faites un habitat et vous voulez revendre cet habitat, en tout cas, ça dépend de votre objectif, de ce qui est important pour vous, et on va en parler un petit peu après. Certains outils demandent l'expérience d'un psychologue. Effectivement, quand on découvre ce type de méthodologie que je vais vous expliquer, même moi quand je l'ai découvert, on a eu tendance à trouver ça, pour une partie d'entre nous, à trouver ça très intéressant, à être passionné, à passer par une phase, pas d'euphorie, mais une phase très passionnée de la psychologie, aller dans tous les sens et l'appliquer. Et après on se rend compte avec l'expérience qu'effectivement on était inconscient de notre incompétence, comme on dit en psychologie, et après on passe d'être conscient de notre incompétence, de nos limites sur un sujet, et c'est là qu'on commence bien sûr à apprendre. Donc, première partie, le risque, parmi d'autres, le principal risque. Dans un habitat, on va dire de petite dimension, en fait entre 8 et 15 personnes, où les gens vont vivre avec des parties communes, vont manger ensemble en partie, vont se connaître dans leur intimité, voire plus intime que dans un grand habitat ou même un habitat senior, on va dire intergénérationnel, où les gens, toutes les personnes ne participent pas à la vie de la société, notamment lorsque c'est un habitat partagé et accompagné avec des activités communes décidées par les habitants, on est très participatif. Il peut y avoir des incompatibilités. Il y a des personnes, comme je vous disais, environ 15%, et je vous donnerai l'exemple plus tard, 15% des personnes environ, c'est des personnes en fait qui sont un peu plus froides, mais en fait elles ne le sont pas, elles le paraissent, et qui ont besoin d'être seules pour revivre leurs émotions. Mais elles ont besoin d'être seules, et vous allez me dire, oui, mais dans les habitats, il y a des chambres, on ferme la clé, etc. Ça ne leur suffit pas. En fait, il y a le besoin d'être seul et le besoin de savoir qu'elles ne seront pas dérangées. Ou alors qu'elles ne seront pas dérangées avant tel. Par exemple, j'ai un ami qui est comme ça. Quand je vais passer quelques jours chez lui, il est content de me voir, etc. Mais très rapidement, en moins d'une heure, il me dit quand est-ce que tu repars. Voilà, parce qu'il veut être sûr, il veut savoir quand est-ce que lui sera libre. Là. Ce type de personnes sont compatibles dans un habitat senior de grande dimension, mais à mon avis, c'est quand même plus difficile dans un habitat de petite dimension, parce qu'ils seront dérangés, parce qu'ils auront... Enfin bref, ils vont souffrir. Après, il y a des caractères plus ou moins forts, il y a des caractères qui sont très critiques, par exemple, très dans l'originalité, dans la créativité, etc., et qui ne vont pas forcément... qui vont fatiguer peut-être les autres résidents, et mettre à mal, en tout cas vont carrément déconstruire et reconstruire, pour prendre un terme qui devient la mode, déconstruire et reconstruire votre habitat. Et sans arrêt, ils vont aller titiller, ah pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ceci, pourquoi est-ce qu'on fait telle activité, pas celle-ci, etc. Pourquoi est-ce qu'on reste dans l'habitat alors qu'on pourrait sortir, etc. Après, il y a l'état psychologique des personnes, bien évidemment, ou des profils psychologiques. Par exemple, des personnes qui sont bipolaires, bien évidemment, en fait, c'est considéré comme une maladie. Elles peuvent bien survivre en communauté, mais il faut juste savoir que lorsqu'elles sont en phase haute, en fait, elles peuvent devenir très agressives, et même en phase basse, d'ailleurs, elles peuvent devenir très agressives, et il faut que les salariés de l'habitat puissent comprendre ça et savoir gérer, et pour en croiser de temps en temps, dans mon activité psychologue, en fait, c'est très difficile. Et pour ceux qui en ont vécu, ceux qui ont vécu avec des bipolaires, c'est très difficile pour eux.
Et c'est très difficile, bien sûr, pour ceux qui vivent avec, parce qu'on s'en prend plein la tête. Hein. On n'est pratiquement pas insulté, mais presque. C'est vraiment... la personne fait la tête pendant 15 jours, 3 semaines et ne sort plus de sa chambre. Donc, c'est possible. Je connais des bipolaires qui sont dans des résidences-services. C'est tout à fait possible, d'accord, mais il faut juste apprendre aux salariés à pouvoir, bien sûr, les gérer. Ensuite, il y a des personnes qui sont allées en résidence-service senior en habitat inclusif parce qu'elles le voulaient, parce que c'est un choix, et d'autres parce qu'elles le devaient. D'autres, certaines, je n'ai pas marqué ici, certaines viennent pour aller dans l'habitat inclusif, d'autres viennent pour fuir leur habitat où elles existent, pour fuir la solitude. On s'aperçoit que ceux qui viennent par choix et pour trouver quelque chose, qu'on appelle en psychologie en rapprochement, ces personnes-là, elles y vont de manière décidée, et celles qui choisissent pour leur bien-être, pour trouver un mieux-être, et pas pour fuir une situation. Si vous avez un résident et vous posez la question pourquoi vous voulez venir dans l'habitat inclusif, si la personne vous dit c'est pour fuir la solitude, c'est parce que mon logement actuel n'est pas adapté ou mon logement actuel est trop dangereux, ou alors il est insécurisé, ce genre de choses, ou alors je fuis parce qu'en fait actuellement je vis avec mes enfants et ils ne me supportent plus, ou c'est trop difficile pour ça avec eux. De ce deuxième profil, en fait, il faut vérifier si, en fait, et pour son bien aussi, si, en fait, il va aller vers votre habitat inclusif parce qu'il aime votre habitat inclusif, et que ce n'est pas juste une solution boiteuse, en fait, pour lui, pour une situation qu'il est en train de fuir. Parce que s'il est en train de fuir une situation, par exemple, j'ai fui parce que je ne supporte plus la solitude, dès que la personne va rencontrer quelqu'un, il va partir de votre habitat inclusif, il peut partir. Oui, si on fuit, en fait, les personnes qui fuient, et ça nous arrive tous d'aller vers les choses, on va dire, positives, mais on n'aime pas le terme en psychologie, mais en tout cas, d'y aller vers, plutôt que fuir quelque chose, c'est fortement différent. Ensuite, et ça dépend également de votre objectif, est-ce que vous mettez des valeurs dans la résidence, est-ce que vous voulez qu'ils soient vraiment très accompagnés, ou juste, on va dire, très accompagnés et participatifs, très participatifs. Ensuite, est-ce que vous donnez suffisamment de liberté, ou est-ce que c'est très très accompagné? Par exemple, moi personnellement, je ne me vois pas dans un habitat inclusif partagé où c'est très accompagné, où on se doit quand même de participer un peu too much à la résidence, parce que j'aime bien tout simplement la liberté. Et les personnes comme moi, on a à peu près une vingtaine de pourcents. Hein. Alors, vous allez me dire, mais tout le monde aime la liberté. Il y a des profils qui aiment beaucoup la liberté et qui préfèrent la liberté à être aimé, qui préfèrent être ils préfèrent être seuls, mais libre, mais seul, plutôt que moins libre et dans un habitat inclusif. Là, pareil, si la personne fuit, une personne comme moi fuit son habitat à l'heure actuelle parce qu'il souffre dans son habitat, ou elle souffre dans son habitat, va dans votre logement, au bout d'un moment, elle va se sentir mieux, bien évidemment, parce qu'elle aura fui sa situation. Mais à ce moment-là, en fait, la valeur de la liberté va revenir au galop et va titiller, et va peut-être poser des difficultés. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est le pervers narcissique. Si vous faites rentrer un pervers narcissique, vous allez me dire, oui, mais bon, on sait. Le pervers narcissique, déjà, ils sont 5% de la population. Donc, en fait, si vous avez, et je vous dirai après comment vous pouvez en attirer encore plus si vous le souhaitez, ils sont 5%, c'est en fait une personne sur 20. Dès que vous avez 20 postulants dans un habitat senior, dans votre habitat senior, il se peut en fait qu'il y ait la probabilité qu'il y ait un pervers narcissique est assez important. Et vous allez me dire, mais je vais détecter. Non, si vous n'avez jamais été victime de pervers narcissique, ou si vous n'avez jamais, si vous n'êtes pas très physionomiste ou psychologue en fait, il est très difficile de détecter le pervers narcissique parce qu'il y a deux phases. Il y a une phase qu'on appelle la phase de séduction. Enfin, il y a trois phases. La phase de séduction, la phase de ferrage, où donc il suit ses victimes, donc il est parfait. Il a le comportement parfait pour les victimes. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'ils vont vous rencontrer, les premiers rendez-vous, ils seront parfaits. Et vous ne verrez pas la difficulté. Sauf si vous faites très très attention. Ensuite, il y a la phase de ferrage, où là, il va vous serrer. Et ensuite, après, il y a la phase de perverse, en fait, où il va essayer de vous détruire. Ça marche comme ça, en fait. Donc, si on n'est pas formé, si on n'a pas été victime de pervers narcissique, les victimes le ressentent, en fait. Elles l'ont vécu, elles le ressentent, en fait. Même quelqu'un qu'elles croisent dans la rue, les victimes ressentent les pervers narcissiques.
même si ce n'est pas à 100%. S'il n'est pas formé ou si vous n'avez pas été victime d'une période narcissique, vous ne pouvez, il se peut, en grande partie, que vous ne le ressentiez pas, que vous ne le sachiez pas, que vous ne le découvriez pas lors des premiers rendez-vous. Et donc, vous allez le faire rentrer. Et donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la manipulation de certains habitants, il va trouver une victime dans les habitants, puis il va l'isoler, il va la rendre totalement folle, en fait. Hein. Il y a des modalités de contrôle, donc il va contrôler l'habitant. Si, par exemple, vous avez un salarié qui n'est pas assez fort au niveau caractère, qui est intelligent mais plutôt faible. Il est intéressé par le père narcissique est intéressé par ceux qui jugent intelligents et ceux qui que lui juge gentil, donc faible. C'est là qu'il est un peu con. Il va complètement détruire le salarié. Il va en plus faire les impayés, parce que lui c'est sans foi ni loi. Hein. S'il y a un truc qui ne lui plaît pas, il dira, etc. Et vous pourrez l'emmener en justice si vous le souhaitez. Il ira jusqu'au bout. Hein. Les autres vont fuir. C'est ce qui se passe dans l'habitat dont je vous ai parlé. Il y en a déjà deux résidents qui ont fui. Il risque dans l'extrême de rester seul dans un habitat où il aura fait fuir tout le monde. Et ensuite, comme il aura maltraité des gens psychologiquement, si votre habitat inclusif est dans une petite ville, ou si vous êtes très proche des prescripteurs, des actions sociales, etc., ça va se savoir en fait qu'il y a un problème et qu'il y a de la maltraitance dans votre habitat, qui sera pas dû de votre fait en tant que gérant en fait de l'habitat inclusif, mais simplement que lui, il va se déchaîner. Donc voilà, donc ça c'est, pour moi, c'est le schizophrène par exemple, qui n'a rien à voir avec le père narcissique, qui prend ses médicaments, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Moi que j'en connais, il n'y a aucun souci, il faut qu'il prenne leurs médicaments, bien évidemment. Le père narcissique, et en plus, les lois, en fait, enfin, en France et dans la plupart des pays, on estime que le père narcissique, il est coupable et responsable de ses actes. Donc, maintenant je vous ai dit le risque, faire entrer différentes personnes qui ne peuvent pas, ou dont c'est difficile d'être dans un habitat inclusif, ou des personnes qui vont poser des difficultés dans l'habitat inclusif, donc ville en communauté. Voici en fait des pistes de solutions. Alors, pour ceux qui connaissent la PNL, Robert Dills, qui était le troisième larron après Bandler et Grinder sur l'introduction de la PNL, Robert Dills était plus sur le côté chercheur en fait, côté je développe des outils pour mieux appliquer la PNL. Il a développé un modèle qui s'appelle les modèles de niveau logique. L'idée en fait c'est de positionner, c'est de réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre habitat inclusif et le positionner sur les valeurs. Donc comment ça fonctionne cette matrice? C'est votre habitat inclusif, il peut être dans un environnement très précis au centre-ville ou dans un environnement près d'un parc par exemple, et vous allez pouvoir avoir un habitat participatif, dans le sens participatif, où les colocataires ou les locataires vont pouvoir animer, participer à la résidence, parce que vous allez recruter des personnes qui sont dans la capacité de le faire, et que vous, en fait, vous avez aussi la capacité de laisser de l'autonomie aux résidents, parce que vous croyez, vous, la croyance remonte, parce que vous croyez que c'est important que les participants, enfin les habitants participent, et puis c'est aussi parce que en fait, vous croyez que ça peut réduire le nombre de personnel, puisque en fait les résidents participent à l'habitat, parce que vous voulez une identité, vous voulez un habitat référent. Vous voyez, au niveau spirituel, au niveau mission, au niveau mission, là Robert Dills met spirituel, mais moi, on peut mettre mission des fois. Dans les consultants ressources humaines qui utilisent cette pyramide, mettre mission, parce que votre mission, c'est d'apporter un mieux-être à la communauté, des seniors dans votre ville. Donc on voit bien que si on positionne par exemple le résidence service senior sur l'art, sur la musique en fait, on est dans l'identité, mais on est aussi dans les comportements. Les gens vont plutôt jouer de la musique. Ce que je vous propose en fait, c'est de définir les valeurs de la résidence, c'est en fait, et de communiquer sur ces valeurs, de façon à les faire résonner, de façon à pouvoir faire résonner ces valeurs dans la communication, chez les prescripteurs, dans le bouche à oreille, de façon à ce que les personnes seniors qui se retrouvent en phase avec ces valeurs en question soient attirées par votre projet, et que les autres ne le soient moins. Donc une valeur, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est important pour vous dans l'habitat inclusif, dans votre projet. Donc c'est peut-être vos valeurs à vous, si vous voulez un habitat qui vous ressemble concrètement. Moi je propose de le faire comme ça. Si vous voulez faire un habitat inclusif, partagé inclusif avec 10 personnes, et que c'est vous qui allez gérer l'habitat inclusif, que c'est vous qui allez faire manger, que c'est vous qui allez gérer
la maison, en fait, ou l'appartement. Et si vous voulez avoir de l'énergie, être heureux et pas galérer, en fait, il faut absolument que ce soit vos valeurs, en fait. C'est en fait, qu'est-ce qui est important pour vous dans cet habitat, ou qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, ça doit être aligné, en fait, hein, absolument aligné. Donc, on verra des exemples de valeurs, mais vous pouvez dire, voilà, moi, ce qui est important, c'est la camaraderie, ce qui est important, c'est la loyauté, ce qui est important, c'est le respect, ce qui est important, c'est la propreté, c'est pas vraiment une valeur, mais la propreté, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est l'originalité. Voilà, en fonction des valeurs, donc généralement, il faut mettre 3 valeurs, en fait. Je pense qu'il faut mettre 3 valeurs. Et puis, il faut définir les valeurs. C'est en fait, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est le respect, par exemple, ou c'est la convivialité. Et donc, voilà, la question, c'est, moi je vais vous poser la question, c'est qu'appelez-vous convivialité? Comment saurez-vous que votre habitat a la valeur de la convivialité? Et là, vous devez décrire, en fait. De toute façon, que ce soit très clair dans votre habitat. Et ensuite, on voyait bien que lorsque vous allez décrire ça, vous allez pouvoir, dans la communication, dans la manière de présenter votre habitat auprès d'un centre social, auprès des mairies, auprès des caisses de retraite, etc., auprès des acteurs des seniors dans votre ville, vous allez pouvoir présenter en fonction de ces valeurs en question. Et en fait, vous ne présentez pas l'habitat comme étant simplement un bâtiment, non, non. Vous présentez votre logement, votre façon de concevoir l'habitat inclusif, en fonction des valeurs en question. Par contre, effectivement, si l'habitat est plus grand et que c'est pas vous, en fait, qui soyez à l'accueil, en train de gérer l'habitat, faire manger, etc., et qu'il y a des salariés, vous pouvez définir des valeurs qui sont liées au projet, qui ne seront pas forcément vos propres valeurs à vous. Donc il faut quand même qu'il y ait une compatibilité, sinon vous allez fatiguer, mais vous pouvez très bien définir, voilà, moi je vais faire 10 résidences services seniors ou 50 résidences services seniors en France, qui ont ces caractéristiques, ces valeurs en question, c'est pas forcément les miennes à 100%, mais en tout cas, il y a une demande pour ce type de valeurs en question, où je vais attirer tel type de personnes. C'est à mon avis le plus important. Et donc, bien évidemment, il y a des valeurs, et je vais en expliquer certaines, il y a des valeurs qui vont plus ou moins attirer des personnes qui sont incompatibles avec l'habitat inclusif, plus compatibles avec l'habitat inclusif, qui vont bien s'intégrer, jouer le jeu avec discrétion et respect, et il y a des personnes, et il y a des valeurs qui vont attirer les parents narcissiques. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après. Autre façon de faire, c'est de définir le profil, le persona, l'avatar, c'est en fait le profil du résident voulu, résident idéal. Et avant même, certains le font, c'est qu'en fait, on définit le profil idéal au niveau démographique et psychographique. Démographique, c'est la situation matrimoniale, c'est ses revenus, c'est ses âges, son lieu d'habitation, bon, il peut y avoir d'autres critères, mais vous avez bien compris. Et psychologique ou psychographique, c'est quels sont voilà, le client idéal a telle valeur, par exemple ça peut être respect, camaraderie, voilà. Bon, pour moi, vous avez compris que le respect dans ce type d'habitat est important, surtout si c'est un petit habitat. Ses capacités, ses comportements, ses croyances, on peut très bien dire, voilà, moi je vais cibler les personnes qui ont besoin d'être aimées, qui ne supportent pas la solitude et qui pensent qu'à 75 ans, c'est foutu pour eux, par exemple. C'est une croyance qui est fausse, mais certains pensent ça. Et vous allez cibler ces personnes-là. Vous voyez, donc une fois que vous avez bien défini le profil de personnes que vous voulez cibler, on voit bien que la communication, en fait, va parler de ce profil. Vous pouvez même faire du storytelling par rapport à ce profil en question. Et là on va attirer les personnes qui sont identiques. Dans la communication, on en parlera après. Soumettez par exemple uniquement des photos avec des habitants en groupe, voilà. La personne qui a besoin d'être seule, qui a besoin de se sentir seule, dont je vous parlais au début, ne viendra pas en fait. Enfin, en tout cas, aura du mal à accepter la publicité parce que va dire mais là je vais être envahi, c'est pas fait pour moi. Voilà. Donc ça c'est plutôt des personnes qui restent à domicile jusqu'à temps qu'elles ne peuvent plus. Donc voilà, donc il y a cette façon de faire, c'est de définir très correctement, et généralement ce que l'on peut même faire, si vous êtes plusieurs à travailler sur votre projet, vous définissez le client idéal, vous allez chercher n'importe où sur internet ou n'importe où dans votre environnement la photo d'une personne qui correspond à votre avatar, en tout cas que vous jugez qui correspond à votre avatar, et vous l'affichez dans vos bureaux. De façon à ce que tous les salariés soient orientés vers cette personne. Les commerciaux soient orientés, leur cerveau soit orienté à recruter cette personne en question. De façon à ce que ceux qui développent, les architectes par exemple, les architectes, vous allez leur dire, écoutez, l'habitat inclusif qu'on va créer, c'est pour ce type de personnes. Voilà les caractéristiques. Et normalement, les architectes savent comment dessiner. Si vous ne vous dites pas pour qui c'est, ou ce qui est important pour vous dans l'habitat,
ils vont faire quelque chose à leur image, ce qu'ils pensent. Bon. Et généralement, on projette, ils vont faire par rapport à eux ce qu'ils voudraient comme habitat inclusif. On voit bien que si l'architecte, c'est quelqu'un qui est dans le profil d'aimer sa solitude et n'aime pas trop la vie en groupe, on voit très bien qu'il va dessiner, on peut très bien imaginer quel type de logement, quel type de pièce il va dessiner, par exemple, d'accord. Donc, par exemple, il va dessiner, je ne sais pas, la pièce de la télévision à part la salle à manger, par exemple. Vous voyez, il va faire des petits corners où les gens vont se sentir dans un petit cocooning parce que lui, il va projeter. Et donc, ce n'est pas forcément votre objectif. D'accord, vous pouvez très bien dire, voilà, non, moi je veux faire un habitat inclusif que pour les bons vivants, par exemple, sans jugement de valeur. Pour aborder et positionner son habitat, c'est utiliser les méthodes de profiling. Donc là, je vous ai expliqué que j'avais été formé et diplômé depuis 25 ans en fait, sur l'énéagramme. L'énéagramme est une méthode qui est issue du soufisme. Le soufisme, la branche spirituelle de l'islam. Et l'énéagramme fait 9 profiling d'individus. C'est très puissant, donc on s'en est bien sûr servi au tout début pour le développement personnel, bien évidemment. On s'en sert pour les ressources humaines, on s'en sert pour la communication, pour le commercial, et on s'en sert même, certains réalisateurs et scripts de séries de Netflix, par exemple d'autres séries en fait, pour affiner les personnages, se servent de ce type de méthode, certaines séries de Netflix, on voit bien que l'énéagramme a été utilisé, en tout cas c'est très très flagrant, où les personnages correspondent vraiment au profil, et c'est ça en fait que l'intérêt d'avoir une série qui correspond avec les différents personnages. Ce qui se passe en fait dans les séries comme La Casa de la Papel par exemple, c'est très très fort, on voit que chacun peut être rebooté par un profil parce qu'il est très bien décrit, ou peut adhérer et s'identifier à un profil parce que c'est le profil qui correspond. Donc en fait les profils ont été bien définis, donc c'est très très puissant, on s'en sert même dans certains pays dans le domaine politique. Donc pour résumer, le 1 c'est le perfectionniste, c'est celui qui veut faire les choses très correctement. L'altruiste c'est celui qui est tourné vers les autres et qui a tendance à s'oublier, je résume, hein. Le battant c'est celui qui, la réussite pour lui et l'échec, la réussite importante, et l'échec c'est à fuir, donc c'est la reconnaissance sociale, c'est se différencier, c'est vivre des émotions. L'observateur, s'il faut parler, qui a besoin d'être seul, très cultivé, très sage, et en fait l'important c'est d'apprendre, voilà. Le loyal, c'est quelqu'un qui respecte les règles, qui est très loyal, et je pense que c'est ce profil-là, à mon avis, qui est le plus adéquat, ou l'un des plus adéquats pour diriger un habitat inclusif. Enfin, je ne parle pas pour le concevoir, mais en tout cas pour le diriger, dans la vie de tous les jours. L'épicurien, donc ça c'est votre serviteur en fait, donc c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste et on a tendance à blaguer sérieusement, mais blaguer, très intellectuel. Le chef, en fait, le chef c'est le leader, c'est le chef très charismatique. Les mâles alpha sont dans le chef en question. Le chef, s'il est bien positionné, le chef est très protecteur, il protège son peuple. Et le médiateur c'est quelqu'un qui aime bien l'harmonie, qui n'aime pas le conflit. Voilà. Donc voilà, donc on peut très bien positionner, utiliser des méthodes pour positionner l'habitat inclusif et définir les profils que l'on voudrait, quel type de résident on voudrait. On va prendre des exemples. Si vous mettez par exemple les romantiques. Les romantiques, c'est ils veulent se différencier des autres, être différents. Donc c'est ceux qui s'habillent différemment, ceux qui vont faire huimer, qui vont dire l'inverse, qui vont avoir des sauts d'humeur, par exemple. Donc, très bien, on peut très bien faire une résidence service senior avec en positionnement sur l'art, par exemple, on la positionne sur l'art, ou sur la musique classique, par exemple. On va majoritairement attirer ce type de personnes, bien sûr pas que ce type de personnes, mais en tout cas également ce type de personnes. Et on voit bien l'ambiance qu'il va y avoir dans la résidence. Si vous mettez que des personnes de ce profil en question, ou si vous mettez une surreprésentation, il va y avoir de l'ambiance, hein, entre guillemets. Si on met des personnes, si on mettait beaucoup de personnes 8, en fait, il va y avoir des caractères forts et ça va clasher de temps en temps. Ce serait que eux, en fait, le 8 n'a aucun problème pour engueuler les autres parce qu'il a besoin de force, de montrer sa force. Voilà, donc en fait, on peut positionner les personnes. Donc avec l'énéagramme, si on détaille un peu plus, si on apprend un peu plus, on sait au bout d'un moment ceux qui
sont les plus cohérents pour une vie en communauté. Il faut un équilibre, bien évidemment, mais il y a quand même des profils que l'on peut vouloir éviter euh, pour, pour la bonne gestion, ou en tout cas la bonne ambiance, l'habitat inclusif et la sérénité et le bien-être des résidents. Voilà, donc ça c'est des méthodes pour globales. Alors la communication, il y a plein de choses à dire, mais je voulais aborder un point, juste parler sur un point. Ça fait plein de choses sur le marketing des seniors que l'on peut utiliser. Donc vous avez d'autres vidéos ou des formations que l'on fait sur comment communiquer à destination des seniors. On a même un document qui est libre, qu'on diffuse librement. Il suffit juste de m'écrire, de nous écrire sur quels sont les points au niveau marketing des seniors, communication seniors sur lesquels il faut faire attention pour développer une communication à destination des seniors qui soit cohérente. Là, je voulais juste aborder un point qui remplace pas tout ce que vous pouvez connaître sur la communication, ce que vous pouvez faire, mais un point que je vous propose d'ajouter, de faire attention. Et vous êtes tous déjà arrivé, je pense, d'appeler quelqu'un ou de quelqu'un vous appelle et la personne vous dit « T'es où ?» Voilà. Et vous allez vous apercevoir que tant que vous ne lui répondez pas à la question « T'es où ?», la personne ne vous écoute pas vraiment. Et ça, c'est parce qu'en fait, cette personne-là a besoin de savoir où vous êtes pour être à l'aise. Bah ça, en fait, ça a été étudié en psychologie, ce qu'on appelle les métaprogrammes. Donc les métaprogrammes sont des éléments psychologiques qui sont utilisés pour chacun d'entre nous comprendre une information, relater une information pour engendrer une communication. Et dans les métaprogrammes, il y en a pas mal, il y a à peu près une trentaine de métaprogrammes. Vous avez un métaprogramme qui s'appelle le tri information. Et je pense que ce métaprogramme est intéressant pour attirer les bons profils dans la communication et dans votre habitat inclusif. Lorsque une personne raconte, lorsque vous racontez vos vacances, par exemple, vous pouvez raconter vos vacances avec ce que vous avez fait, concrètement. J'ai fait du surf, je suis allé chez l'habitant, on a beaucoup marché, etc., etc. Vous pouvez dire avec qui, en famille, avec des amis, vous avez vécu, alors vous pouvez dire aussi que vous avez vécu avec l'habitant, etc. Donc vous pouvez raconter qui vous avez, ce que c'était. Donc bah voilà, je sais pas, à Fès, à Berlin par exemple, en Écosse, etc. Ce que vous avez appris, les musées que vous avez visités, donc ça c'est le tri information, ce que vous avez appris, les musées, enfin la culture, tout l'aspect culturel, et combien ça vous a coûté, la taille des villes, en tout cas des chiffres, voilà, les choses, le côté attaché au goût, la description des bâtiments, et les chiffres, ça vous a coûté tant, etc. Donc ça, c'est les 5 manières de raconter vos vacances, par exemple. Et vous allez vous apercevoir que vous n'utilisez pas les 5 en priorité, vous utilisez 3 des 5. Vous avez compris que moi j'ai marqué dans l'ordre, oui, c'est ça. Pour moi c'est dans l'ordre, moi c'est ce que je fais, avec qui je le fais et où je le fais. Donc bien évidemment, si vous me parlez de musée, ça ne va pas trop me motiver au premier regard. Donc par exemple, moi c'est ce que j'aime bien, c'est voyager, faire des activités avec les habitants, par exemple. J'aime bien, c'est rencontrer les habitants. Je trouve pas d'intérêt d'aller au bord d'une plage, par exemple, sans rencontrer les habitants, ou alors des habitants comme moi, des Français comme moi, je pas trop. Ça ne me motive pas. J'aime bien découvrir d'autres types d'habitants et d'autres types de cultures, etc. Et donc en fonction, donc voilà, donc ça c'est les 5 éléments utilisés pour raconter vos vacances. Mais c'est aussi, si on n'y fait pas attention, si vous dessinez votre propre publicité pour votre habitat inclusif, si vous écrivez un texte pour présenter votre propre habitat inclusif, vous allez, sans le faire exprès, inconsciemment, le décrire avec vos 3 métaprogrammes tri-information préférés. La question est, est-ce que vos 3 tri-informations sont ceux de votre cible? Si vous avez défini un profil de client que vous voulez, il faut se poser la question, quels sont leurs métaprogrammes, et notamment quels sont leurs métaprogrammes de tri-information. Je prends un exemple. Si vous communiquez, si vous mettez une photo par exemple de votre habitat inclusif qui est dans un bel espace, luxueux, vous mettez
vous faites une photo où on voit l'escalier, puis la rampe d'escalier, vous l'avez peinte en couleur or, par exemple, pour mettre le côté luxe, et puis vous avez, bref, vous avez mis des dorures et compagnie, vous avez mis des staffs ou des rosaces. Ça, là, ça va attirer les personnes qui aiment le beau, qui sont dans le profil chose. Si vous parlez de votre habitat inclusif en disant voilà, c'est une maison qui date de temps, il y a eu telle personne qui ont vécu à l'intérieur, il y a une histoire de cette maison en question dans laquelle vous avez pu faire un habitat inclusif, vous allez attirer les personnes d'information. Si vous mettez des publicités avec par exemple, une bibliothèque avec des livres, vous allez attirer les personnes dans l'information. Si vous mettez des photos sans aucune personne, sans aucun résident pour vos photos, vous n'allez pas attirer les personnes qui sont dans le profil tri information personne. Voilà. Alors qu'à mon avis, il est essentiel dans un habitat petit habitat inclusif d'attirer les gens qui sont naturellement dans le tri information personne. Donc à mon avis, le minimum du minimum, c'est d'avoir le tri information personne qui est mis. Donc c'est en fait des photos où on voit des personnes, parler des personnes, parler de qui est déjà dans la résidence, quel type de personne. Par exemple, lorsqu'à Lyon, ils ouvrent un habitat inclusif pour les personnes seniors LGBT, on dit pour les personnes seniors LGBT. Donc effectivement, oui, on parle des gens, et c'est un moyen de parler des gens. L'action, vous pouvez décrire les actions que l'on fait, les activités qui sont faites, mais vous pouvez mettre aussi une photo avec un vélo par exemple, même s'il ne bouge pas. Ça suggère dans les gens comme moi qui sont dans l'action, ça suggère en fait le mouvement et ça suffit. Donc on voit bien que si on veut attirer certaines personnes, on doit faire attention à son métaprogramme. Si vous ciblez les personnes uniquement par chose, en fait, et vous parlez uniquement de choses, la résidence elle est belle, moderne, etc., etc., vous allez attirer des personnes qui sont plutôt des profils numéro 3 battant et plutôt 4, et une partie de ces personnes, il y aura les pervers narcissiques. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le fait de mettre des photos avec des dorures, des staffs, des rosaces, et puis un moderne, puis faire une résidence très moderne, puis de parler de chiffres, etc., vous allez attirer naturellement les personnes pervers narcissiques. Et donc, c'est là que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, en fonction de comment vous communiquez, il faut faire attention. Donc, il y a une façon de faire, c'est vous pouvez très bien définir le profil de personne que vous souhaitez, trouver, et si vous faites des focus group, il faut le faire pour créer votre habitat ou de réflexion, il faut le faire avec des personnes qui sont dans le profil que vous voulez rechercher, donc ça prend du temps et de l'argent pour les recruter, mais une fois que vous en avez 10, c'est quand même bien meilleur. Ces personnes-là vont, ce qu'on fait quand on accompagne, c'est qu'on définit le profil des personnes avec le porteur de projet, on recrute ce type de personnes, et c'est ensemble qu'on va définir l'habitat inclusif, l'aménagement, les activités, la manière de communiquer, la communication, quel prescripteur, quel type de prescripteur, comment ces personnes feraient pour se renseigner sur l'habitat inclusif, comme ça votre publicité vous la mettez uniquement au bon endroit, dans votre environnement, dans votre ville, dans votre zone, et pas partout. Donc oui, on contracte le budget en faisant comme ça, et vous allez attirer des personnes comme ces personnes en question. Donc voilà, ça c'est un des métaprogrammes, le tri information, qui pour moi est essentiel. En fonction, si vous avez vos communications où il n'y a pas de personnes, pas de résidence sur vos photos, même des mannequins, mais s'il n'y a personne, en fait, vous n'attirez pas les personnes, les personnes qui sont de le tri info personne, ou alors vous les attirez parce que c'est des personnes qui vont fuir votre situation. Là, on reboucle par rapport à ce que je vous disais. Autre point que je voulais aborder, le recrutement. Donc la première chose que vous pouvez faire, en fait, c'est de prendre un physio, en fait. Un physionomiste. Un physionomiste, c'est quelqu'un qui a l'habitude de regarder les personnes, d'analyser les personnes. Quand moi j'étais formé à l'anagramme, on a passé des mois et des mois et des mois dans les rues, dans les commerces, dans les grandes distributions, partout dans les réunions, pour profiler les personnes. Enfin, on a fait ça sans arrêt, de façon à pouvoir, au bout d'un moment,
fiable à peu près à 85%, profiler les personnes dans la rue. Bon, même maintenant, si non, ça me motive plus de le faire, mais en tout cas, quand je rencontre quelqu'un, je sais instinctivement le profil de cette personne en question. Et c'est pour ça, pour être honnête, que je vais donner mon profil. Ces personnes-là, en fait, qui ont eu l'habitude, comme nous, on va dire, entre guillemets, de profiler les personnes, dans l'idée de les comprendre très rapidement, et puis de performer notre savoir-faire, en fait. Il y a aussi les physios. Les physios, c'est les personnes qui sont physionomistes dans un club discothèque, par exemple, et qui le font, cette activité, depuis très longtemps. Donc là, j'ai mis Sven, qui est le physio du plus grand club clubbing, discothèque pour ma génération clubbing d'Europe, en fait, qui est à Berlin, qui s'appelle le Berghain, qui est un club énorme dans une ancienne usine électrique. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez, par exemple, le week-end, vous avez peut-être 2000, 3000 personnes, et puis même beaucoup plus, peut-être pas 2000, mais en tout cas au moins 1500 personnes chaque week-end, qui font, chaque personne fait environ 40 minutes de queue, et aux heures de pointe, c'est au moins 40 minutes, et c'est Sven qui décide si vous rentrez pas. Et donc, lui, il sait, en fait, en regardant les personnes, il sait si vous allez poser problème ou pas poser problème dans la soirée. Si vous êtes un peu drogué en rentrant, bah, il ne vous fera pas rentrer. Ou si vous avez un caractère assez pervers et où ça va poser des difficultés plus tard pour lui, à gérer pour eux, les videurs, à gérer le bâtiment, et puis pour les autres participants. Mais il sait aussi détecter si vous avez aimé la musique. Si vous êtes compatible avec la musique. Il a écrit des bouquins, il a dit cherchez pas les amis, parce qu'en fait il y a plein de légendes sur lui. Et il y a même des livres, il y a des vidéos sur YouTube où, si vous voulez les chercher, où en fait des personnes expliquent comment il faut s'habiller, comment il faut se comporter, il faut tirer la gueule, il faut être habillé en noir, il faut montrer qu'on est avec un garçon si on est un garçon, avec une fille si on est avec une fille, même se faire semblant, enfin bref. C'est diviser les groupes, etc. parce qu'il n'aime pas faire entrer des groupes. Bon bref, il y a toute une légende. En résumé, les physios savent. En fait, donc si vous faites un recrutement, par exemple, vous pouvez très bien faire appel à un physio, d'un club discothèque du coin ou quelque chose, quelqu'un qui est physio, et qui sache en fait vous accompagner pour recruter les personnes si la personne est bonne. Il y a d'autres façons de faire, en fait, bien évidemment. Je pense que si vous voulez développer un habitat inclusif, vous allez tous le faire, ou vous le faites tous pratiquement, c'est que vous faites en sorte que celui qui postule à l'habitat inclusif rencontre les résidents déjà présents. Donc là, ce que je conseille, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rentrer dans un groupe, pour les personnes qui sont un peu sensibles, un peu respectueuses, ça peut être difficile d'être rejeté, etc. Or, ces personnes en question qui sont un peu sensibles, un peu la peur d'être rejetées, etc., sont les personnes, en fait, dans un groupe, à mon sens, en fait, qui posent le moins de problèmes et qui sont les plus respectueuses des autres. Et qui, au bout d'un moment, vont vaincre leur timidité, ou vont vous connaître, vont connaître les autres résidents et vont être à l'aise, et vont se comporter de manière admirable dans le groupe. Ce que j'ai pas dit, c'est que ces méthodes que j'utilise, ce que j'utilise dans l'organisation de soirées, entre 50 et voire plusieurs centaines de personnes. Et ceux qui veulent participer à ces soirées privées, en fait, vont sur un site internet, répondre à une question filtre, sur des valeurs en question, ça fait le profiling automatiquement. Et je me fous du profiling, mais en tout cas, on élimine les personnes à difficulté. Et donc, en fait, on élimine, comme disait un ami, on élimine les bourrins et les bourrés. Le bourrin, c'est celui qui va tout oser dedans. Donc, si quelqu'un est déjà très sûr de lui, etc., bon, bref, il va rentrer là-dedans, il va foutre le bordel, entre guillemets. Donc, ce type de personnes, les bourrins et les bourrés, eux, en fait, ils vont venir, en fait, rencontrer les autres résidents sans problème. Ils ont tellement un ego surdimensionné que ça ne leur posera pas de problème. Les autres, en fait, auront plus de difficultés. Donc, ce qu'il faut expliquer aussi dans la communication, ou lorsque la personne va se présenter, c'est les mettre à l'aise. C'est en fait lui expliquer que, lui expliquer que ça va bien se passer, en fait. Pour être sûr d'attirer les personnes qui sont les plus sensibles et les plus dans le respect. Les plus, oui, ceux qui, notamment les profils numéro 9, par exemple, qui auront un peu plus de mal. Et ensuite, le jour J, en fait, il s'agit de ne pas mettre les résidents face
à la personne, mais que ce soit plutôt mélangé, voire un cercle, voire un groupe, de façon à ce que la personne se sente à l'aise, d'accord? Et que ce soit plutôt les résidents qui se présentent, et ensuite la personne qui veut postuler, oui, pour mettre à l'aise la personne. Sinon, en fait, on ne va pas détecter les motivations, le vrai caractère de la personne en question. Et vous, en fait, je pense que vous devez être plus à l'écart, et vous devez regarder la réaction des personnes des résidents déjà actuels, déjà présents, qui sont les plus cohérents avec ce que vous voulez de votre habitat inclusif. Est-ce que vous voulez comme résident? Bien évidemment, s'il y a quelqu'un qui pose des difficultés, déjà présent, qui pose des difficultés, avoir son avis sur le futur résident, si quelqu'un vous pose des difficultés, qui vous dit «Ah, ce futur résident est très très bien», c'est qu'il aura projeté son caractère sur l'autre, donc on risque vous risquez de deviner, on devine que la personne qui postule est également du même profil que la personne qui vous pose des difficultés. Donc il faut faire attention à pas ce que pense le groupe, mais ce que pensent, à mon avis, les personnes dans le groupe qui sont déjà présentes, qui sont les plus cohérentes avec le profil que vous voulez ou avec les valeurs que vous voulez. Voilà. Mais je pense quand même, avant ça, il faut faire à droite, j'ai mis un psy, mais en fait ça peut être un psy qui participe. Il faut qu'à mon avis, il faut que les personnes qui postulent soient compatibles avec ce que vous voulez de l'habitat et compatibles avec les autres résidents. C'est pour ça qu'en fait on m'a posé la question, est-ce qu'on ne peut pas tout déléguer aux habitants? D'une part, les habitants, eux, en fait, ne sont pas formés, sauf FINAC, ne sont pas formés à détecter un pervers narcissique ou à détecter tout ce que je vous ai dit. Ils ne sont pas tous formés à la psychologie. Donc je pense qu'en fait, il faut d'abord un premier sas où le commercial, ou vous-même, ou la personne qui est rencontrée en premier par le futur résident, celui qui postule, est déjà, soit déjà formé à la psychologie, ou formé, ou qui sent. C'est là l'aspect physio qui est intéressant. Et ensuite, effectivement, deuxième étape, c'est les résidents. Il y a une autre méthode à faire, c'est qu'en fait, à force de faire ça, nous on l'a payé sur plus de 30 000 personnes pour mes soirées, mes week-ends, etc. C'est des très grosses, ça peut être des très grosses soirées clubbing, où on veut absolument éviter les gens à problème. Donc en fait, ils rentrent par le site, ils répondent à une question, on leur donne une liste de mots, et ils choisissent 3 mots dans cette liste en question. Et ça, en fait, ça suffit à définir le profiling énéagramme. Alors, c'est pas à 100%, les puristes de l'énéagramme vont m'en vouloir, mais ça suffit. Et ça nous évite, en fait, les personnes à problème, parce que derrière, la soirée, nous, on veut qu'elle se passe bien et en sécurité. Et ça évite les problèmes, par exemple, les mecs qui vont draguer comme des bourrins les filles. Et donc, en fait, on s'aperçoit que lorsque vous faites ça, l'ambiance est totalement différente dans le groupe en question, dans la soirée. Les gens sont plus, non sont plus un asiatique, un black, une fille, un homme, etc. etc. C'est juste des humains. Et j'ai un des meilleurs commentaires, c'est un ami qui est black, il m'a dit, maintenant il est un ami, il m'a dit, dans tes soirées, c'est la seule soirée où je me sens humain. Voilà. Et en fait, il dit, on ne me voit pas comme un black, on me voit comme un humain. Et ça, c'est possible si on recrute les personnes d'un profil bien précis dans la soirée, de façon à ce que la soirée soit sécurisée, respectueuse des autres, et les gens soient vécus comme des humains, et non pas par leur différence de couleur de peau, qui pour moi est complètement débile de faire la différence sur ces critères. Donc si vous voulez avoir la question que l'on pose, ben, c'est à la fin de la vidéo, et vous pourrez m'écrire. Une fois que vous avez défini le type d'habitat que vous voulez, le type de résident que vous voulez, vous pouvez aller même plus loin. Vous pouvez faire travailler les résidents avec vous sur où est-ce qu'il faut mettre la publicité, quel prescripteur, quel prescripteur dans la ville allez voir. Supposons qu'en fait, vous avez dit, voilà, vous avez défini, mais moi c'est les médecins qui sont mes prescripteurs pour me trouver de nouveaux habitants. Et qu'en fait, dans l'habitat, dans une petite ville de 2000 habitants par exemple, où les médecins sont connus par tous les habitants, bah, il y a un médecin qui n'est pas apprécié, un médecin qui a un caractère un peu différent des autres, un peu dans l'ego. Et il serait intéressant d'écouter les résidents, ils vont vous le dire, bah non, ce médecin-là, ça va pas. Voilà, donc ça sera plutôt un accord avec un médecin plus en phase avec ce que vous voulez. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que le profil des prescripteurs, aussi bien des entreprises que des personnes physiques qui vont recruter pour vous, qui vont vous prescrire des habitants, des personnes, est aussi important. Vous voyez, donc ça doit être aligné, c'est en fait les valeurs des prescripteurs, les valeurs des résidents, les valeurs de votre habitat et vos valeurs si vous êtes dans un habitat un peu petit.
Après, le profil des salariés, c'est important. Vous avez bien compris qu'en fait, il y a des personnes qui sont... On ne peut pas tout faire, hein. Enfin, je veux dire, un être humain ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à la fois très mental et très dans la créativité, très rationnel ou très dans la créativité. Il y a des... Même si on peut être tous très mental et très dans la créativité, très sensible et très dur, bien évidemment, dans le monde de la journée, il y a quand même des tendances naturelles, d'accord. Et puis, il y a des moments qu'on n'apprécie pas. Certains n'aiment pas le conflit, d'autres n'aiment pas l'échec, d'autres n'aiment pas le, le, le manque de respect, n'aiment pas quand c'est mal organisé, etc. Donc, et en plus, dans la communauté, en fait, pour moi, il y a l'aspect recrutement qui est important, mais aussi l'aspect gestion de tous les jours. Et moi, je pense que c'est, à mon avis, c'est l'aspect gestion de tous les jours qui est le plus important. Donc, la personne qui va animer, la personne qui va diriger, qui va être le maître de maison, il ne faut pas qu'elle se fasse bouffer par les profils les plus forts. Et il ne faut pas qu'elle se fasse, qu'elle déprime lorsque quelqu'un déprime ou lorsque quelqu'un est un peu dur. Si s'il y a un bipolaire qui rentre dans l'habitat inclusif, il y aura des phases hautes et des phases basses, même s'il prend ses médicaments. La personne qui dirige l'habitat va devoir endurer ça. Et je peux vous dire que pour en avoir vécu, c'est côtoyé, c'est ultra difficile. C'est ultra difficile. On s'en prend plein la tête. Alors que le bipolaire ne veut pas ça, mais il nous en met plein la tête. Donc, il y a des profils qui, à mon avis, ne sont pas adéquats avec la gestion de l'habitat inclusif. Alors, la gestion d'une grande résidence-service senior où il n'y a pas vraiment cette promiscuité, cette vie en communauté, où le groupe qui peut se retourner, entre guillemets, contre la personne qui dirige le groupe, bon, là, ça va. Mais dans un petit habitat inclusif, on voit très bien que le médiateur, par exemple, le neuf, qui, lui, va gérer l'harmonie du groupe, etc., ça c'est le plus. L'inconvénient, c'est qu'il va être jugé faible par les gens qui ont un fort caractère. Et il va avoir tendance à jamais s'opposer, éviter le conflit, donc il dit jamais non, il dit toujours oui. Et donc, oui, donc en fait, on voit bien que la gestion d'un groupe uniquement par ce type de personnes va poser problème. Le perfectionniste, par exemple, lui, l'intérêt, c'est que l'habitat sera très propre, on va pouvoir manger par terre, tout sera très bien organisé, avec les procédures, les activités, les horaires sont très stricts. Effectivement, par rapport à des gens comme moi qui veulent plutôt être un peu plus libres, on respecte les gens, mais on va être un peu plus libre, on va bien manger à la même heure, mais en tout cas pas faire tout à la même heure, et puis ce ne sera pas forcément cohérent. L'altruiste, lui, vous avez bien compris qu'il va se faire bouffer totalement. Le battant, lui, va parler moi, je, donc c'est aussi intéressant. Donc lui, il va développer à fond votre habitat inclusif. Vous avez compris, le battant, c'est le commercial pur, en fait. Celui, généralement, c'est les meilleurs commerciaux. Enfin, il y a deux profils qui sont meilleurs commerciaux, mais lui, c'en est un. Il va développer votre activité. Si vous mettez à la direction d'un grand habitat, d'une grande résidence-service senior, c'est le meilleur profil, en fait. Parce qu'il va vous remplir à fond, parce que comme lui, il fuit l'échec. Si vous lui dites, écoute, il faut que la réussite, c'est 95% de remplissage, il va travailler il va travailler jour et le week-end pour remplir la résidence. Donc si l'objectif c'est de remplir, c'est le profil numéro 3. Le romantique, en fait, vous allez avoir un habitat inclusif qui va être repeint, qui va être, bon j'exagère en tout cas, mais qui va être dans le beau, dans l'harmonie, il va y avoir le haut, les bas, donc en fait ça va faire... ça va être un groupe qui va être basé sur les émotions. Hausse, bas, déprime, extase, etc. Donc ça va être comme ça. Et c'est ce que vous voulez, vous pouvez le prendre. Ça ne sera pas forcément le plus organisé. L'observateur, lui, il est impossible à gérer un groupe. Il va trop galérer. Il va être seul, ne jamais être dérangé. La personne qui gère l'habitat inclusif est forcément dérangée. Le loyal, le 6, pour moi, c'est le... En tout cas, si j'avais un habitat inclusif à créer, ce serait le profil numéro 6 qui serait dirigeant de l'habitat, parce qu'en fait, l'intérêt du profil, j'ai bien dit, qui serait le dirigeant, hein, d'accord, voilà, c'est en fait, moi je prendrais le recul et lui gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tourné vers les gens, il est très collectif, c'est le profil allemand, très collectif, c'est le profil respect des règles, c'est-à-dire en fait, vous lui donnez des règles, il va les respecter, il est autonome, dans le sens qu'en fait, vous n'avez pas à vérifier si le travail a été fait, c'est pas mal pour quelqu'un qui dirige. Bref, la résidence, l'habitat va fonctionner tout seul et vous pouvez le faire entièrement confiance. S'il y a un souci, il est très franc, c'est le profil le plus franc. Il va vous le dire directement qu'il y a un souci, il n'y a aucun problème. Hein, voilà. Et vous pourrez lui dire ces 4 vérités en face, il le prendra bien. La seule difficulté, c'est qu'effectivement, il est un peu dans la peur et dans voir le verre à moitié vide. Et donc, des fois, il faudra le rassurer parce que, effectivement, s'il y a une situation un peu tendue, il va un peu stresser et ce sera à vous de le rassurer. Et à mon avis, c'est quand même le profil le mieux, à mon avis. Hein.
Épicurien, bah, c'est moi. Si vous voulez une résidence où intellectuellement, en fait, je veux dire, sans être présomptueux, ça soit très intéressant, on réfléchit, on débat, on réfléchit sur des concepts, etc., etc. Donc ça va être génial. Il va y avoir des débats enflammés là, dans la résidence. On va beaucoup s'amuser parce qu'on blague beaucoup, les épicuriens blaguent beaucoup, beaucoup dans la bonne bouffe, enfin, pas pour moi, mais en tout cas, mais certains sont dans la bonne bouffe. Il y a un sous-profil qui est dans la bonne bouffe, bien manger, etc. C'est l'idéal. Par contre, au niveau organisation, ça serait un peu. Le 7, il aime bien papillonner, il aime bien rencontrer différents types de personnes, il aime bien faire des différents types d'activités, et c'est pas forcément qu'on demande la régularité, l'organisation d'habitat inclusif. Au bout d'un moment, il va partir, il va rester un an, il part. Le chef, c'est peut-être aussi le deuxième, à condition qu'ils soient intégrés, parce qu'il est très très fort et il peut être très très virulent, mais effectivement, il va gérer avec force, mais force dans le sens, comme le slogan en fait, c'est le slogan Mitterrand 80, 81, c'était la force tranquille, c'est vraiment ça. Lorsque le chef est bien dans sa peau, il a la force tranquille. Donc vous avez bien compris qu'en fait, mon avis, pour moi, et suivant mes critères, hein, c'est en relatif, les meilleurs dirigeants d'un habitat inclusif sont le loyal et le chef. Le 3 pour un habitat inclusif un peu plus important, le 3 et le 2. 3 avec un côté 2 peut être intéressant, mais tout ça, ça dépend de vos habitats. Et vous avez bien compris que c'est une relation entre les personnes que vous recrutez. Mais vous ne pouvez pas, et à mon avis, par exemple, des trucs qui sont totalement dangereux, c'est de mettre un numéro 9, le médiateur, comme le gérant de l'habitat inclusif, et de faire en sorte que ce soit les résidents qui décident de qui rentre derrière. Enfin, franchement, là, ça va clasher, il va y avoir des clashs, hein. Il va partir, il va souffrir un maximum. La résidence ne sera pas tenue. Ne sera pas du tout tenue. Le 2, c'est pareil. Le 2 va voir des personnes arriver qui vont être dans la déprime ou qui vont jouer la déprime. Il va vouloir Le 2, en fait, si vous avez 8 places et que vous le laissez libre dans l'habitat inclusif de les gérer correctement, vous allez vous y retrouver à 20. Bon, j'exagère un peu, mais il va vouloir aider tout le monde, hein, ça c'est clair. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur le recrutement. Et maintenant, la question, certains l'ont eu, certains vont la voir. Si le PN est déjà dans la place, donc là c'est bonjour le dégât, bah, il faut venir m'appeler, me payer pour vous aider à le faire partir. La première chose, donc quelques conseils à prendre, la première chose c'est de se protéger. Quand on côtoie, moi j'en ai côtoyé plusieurs, j'étais en procès 3 fois contre des pervers narcissiques. J'ai toujours tout gagné, mais le premier, en fait, ça a été très très difficile parce que je découvrais le culot monstrueux qu'il avait. Bref, à vous accuser, vous, de ce que lui fait. Enfin, c'est vraiment hallucinant, et à vous embrouiller la tête, et puis à embrouiller la tête des juges. Enfin, et puis à bluffer. Bon, bref, donc ce qu'il faut, c'est se protéger. Et protéger les salariés et les autres résidents. C'est en fait, il y aura forcément un résident qui aura été victime d'eux, notamment la personne la plus fragile généralement, et il faudra la protéger. Protéger, donc c'est protéger les victimes, comprendre que ces menaces sont juste du bluff, le banaliser, il n'aime pas du tout, c'est en fait ne pas faire attention à ce qu'il dit, relativiser ce qu'il dit, ça va l'énerver, marquer tout par écrit. Le problème c'est que si vous ne marquez pas par écrit et recommandez ces comportements, le jour où vous serez en procès, je ne vous espère pas avec un pervers narcissique, il va vous sortir, vous ne vous êtes jamais plaint, c'est pas vrai, il ne s'est jamais plaint, il n'y a pas de preuve, il me l'a pas dit, j'étais pas au courant. Voilà, ça c'est toujours la même phrase qui ressort à chaque fois. Moi j'ai le droit à ça 3 fois. D'ailleurs on a ça souvent ça. Il ne s'est pas plaint. Donc en fait il faut toujours marquer. Et c'est là que l'intérêt du 6. En fait, l'autre intérêt d'avoir un profil 6 qui dirige l'habitat inclusif, c'est que lui en fait il voit les failles, il voit ce qui ne va pas. Donc il va sentir le pervers narcissique dès le recrutement déjà. Et si malheureusement il y a un pervers narcissique qui est déjà dans l'habitat, à mon avis ce sera déjà un habitat déjà constitué où vous embauchez quelqu'un qui est numéro 6, le 6 va tellement être procédurier avec lui, il va tellement marquer tout par écrit ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas bien fait, qu'au bout d'un moment, le pervers narcissique va partir, va pas le supporter. Vous pouvez le dévoiler aux yeux des autres, le pervers narcissique ne supporte pas, il préfère mourir entre guillemets que au sens figuré, mourir que être dévoilé. Donc en fait, le but c'est de le dévoiler pour qu'il parte.
filmer ses comportements. S'il va trop loin, bien sûr, il faut prévenir le procureur, parce que ce qui se passe, en fait, moi, dans les 3 procès que j'ai eus, dans 2 cas de figure, en fait, dans 2 cas, j'allais attaquer en justice. Ils étaient au courant que j'allais attaquer en justice, et en fait, ils m'ont pris de court et ils m'ont attaqué moi en justice. Alors, ils ont trouvé des trucs, des conneries, enfin bref, et ils m'ont attaqué moi en justice. Et donc, en fait, ils m'ont mis dans la position de défendeur. J'adore être dans la position, entre parenthèses, c'est une erreur, parce que j'adore être dans la position du défendeur, j'adore être dans la position de l'accusé, en fait, dans un procès, parce qu'on peut, je trouve qu'on peut se déchaîner beaucoup plus, c'est que si celui qui accuse accuse pour un truc qui est non légitime, il y a procédure abusive, hein, par exemple. Donc en fait, il faut être le premier à dégainer, en fait. C'est ça le truc. Donc généralement, on dit, quand on est gentil, on dit non, 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 on va laisser passer, on va la pardonner, etc. C'est assez de bêtises. Et après, se faire aider par un coach ou un avocat qui connaît ses profils, parce qu'il y a des avocats qui ne connaissent pas ces profils en question. Et c'est difficile, en fait. Même si les juges sont de plus en plus formés à ce type de profil, à les détecter, si votre avocat ne comprend pas le truc là, en fait, il aura du mal à... Même dans une médiation, par exemple, ça m'est arrivé une fois, l'avocat avait du mal. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est des points que je voulais vous aborder pour ceux qui ont, bien sûr, ce profil. Mais effectivement, si vous embauchez un salarié senior ou si votre physionomiste est de profil 6, il est clair qu'en fait, le pervers narcissique n'entre pas dans l'habitat. S'il va le sentir tout de suite. Je connais un pervers narcissique qui est capable de... Enfin, on est tous capables de faire ça. En fait, une fois qu'on a été... Le physio, en fait, que vous prenez, c'est aussi quelqu'un qui s'est fait avoir par ce type de personnes. Effectivement, quand on les a côtoyés comme moi, on est capable de les détecter sur simple photo. Et alors les gens nous disent c'est pas possible, pas possible. Et on dit mais tu le vois quand même que c'est quelqu'un qui est malsain. Non, non, je vois pas du tout. Bah si, moi je le vois. Et en fait, je sais pas expliquer, mais quand on est dans un restaurant, puis qu'il y en a qui rentre, ou une qui rentre, c'est aussi des femmes, une qui rentre, on le voit. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous accompagne en fait, donc ce qu'on peut faire ensemble, c'est vous faire échanger avec vous, bien évidemment, sous forme de mission. On peut vous aider à faire toute la démarche en fait, positionnement de l'habitat inclusif, au niveau du marketing des seniors, mais aussi au niveau de la psychologie telle que je vous l'ai dit, définir le client idéal, comment le recruter, faire les focus group. Alors c'est pas forcément rentable de faire tous les focus group payés par des consultants si vous faites un petit habitat inclusif, quoique j'en sais rien, ça dépend de l'ampleur de votre budget, mais en tout cas, à mon avis, c'est important. Le rendre cohérent par rapport au... Si vous décidez de vous développer une société de gestion qui en gère plusieurs et vous voulez revendre un jour cette société de gestion, la rendre cohérente avec la future acheteur derrière. On peut travailler sur les profils de personnes à recruter, comment les recruter. Et puis bien sûr, si vous avez des difficultés, on peut être là. Donc en fait, j'ai réservé 8 places d'un entretien stratégique, où pendant 1 heure, on peut échanger ensemble, si vous le souhaitez, sur vos problématiques ou sur votre habitat, pour dire ce que l'on en pense. Donc c'est 55 minutes, en fait, plus exactement. C'est non commercial, on échange juste sur votre sujet. J'ai fait 8 places, parce que vous avez bien compris, comme je suis un profil numéro 7, le 7 n'aime pas la routine, la monotonie. Et donc au bout de 8, je crois que j'ai dit 7, oui le 7, oui. Au bout de 8 places, ça devient répétitif, donc voilà pourquoi je ne prends que 8 personnes. Donc vous pouvez écrire à fserrière@fredericsserrière.com et nous vous répondrons. Voilà ce que je voulais vous dire sur attirer un client idéal. J'imagine que certains d'entre vous qui ne connaissaient pas toutes ces méthodes, ça a dû vous questionner. Vous avez dû vous répartir en 3 groupes. Un groupe qui a adhéré tout de suite, généralement 40%. Un groupe qui se braque, en fait, environ une trentaine de pourcents qui se braquent et disent mais ça marche pas, etc. Et après un groupe qui est plus dans l'expectative, plus dans l'attente, plus dans le recul, c'est un peu effrayé par ces types de méthodes, pourquoi pas. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une partie de ces 2 groupes en fait qui viennent dans le premier groupe de personnes qui vont appliquer. Moi, je vous garantis que ce que je vous ai dit, ça fonctionne, ça c'est garanti. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, pensez à envoyer un email et je vous répondrai bien évidemment. Merci, à bientôt.